auditrices, chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de l'émission hebdomadaire de VO Afrique, Le Monde au féminin. Nathalie Barge pour vous servir. Et avec moi dans le studio, Arthur Kongaï, président de la communauté centrafricaine des États-Unis. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci Nathalie. Alors la scolarisation en période de conflit, comment ça se passe? C'est la question qu'on va se poser. Nous allons parler notamment des difficultés sur le terrain, des obstacles, des solutions ou en tout cas des possibilités d'adaptation, parce que des solutions, on ne sait pas s'il y en a vraiment des bonnes. Illustrer le sujet à la lumière de la Centrafrique, qui connaît un regain de violence, et sachant que les premières victimes sont très souvent malheureusement les enfants. Alors les écoles, alors ça c'est vraiment typique quand il y a un conflit quelque part. Déjà très souvent les rebelles, voire même les militaires, vident les écoles, occupent les écoles, et puis du coup les enfants ils vont plus à l'école quoi en fait. Ça c'est oui. C'est ce qui s'est passé en Centrafrique. Absolument, en fait. Absolument Nathalie. Oui, tout d'abord je tiens à me présenter. Je suis Arthur Kongaï, président de la communauté centrafricaine des États-Unis. Et nous sommes réunis au sein de l'association CEWA, qui veut dire en sango. En fait, c'est la famille, voilà. Et notre mission, c'est de réunir toute la diaspora centrafricaine des États-Unis autour des actions de solidarité et contribuer à la reconstruction et au développement de la République centrafricaine. Donc, et promouvoir l'éducation également. Exactement, exactement. Et là, on met beaucoup d'accent sur le droit à l'éducation. Voilà. Alors, le cas de la Centrafrique, qu'est-ce qu'on peut constater, par exemple, à partir de 2011 jusqu'à nos jours, l'évolution de l'éducation? Oui, selon le document reçu de la direction des études, des statistiques et de la planification au ministère de l'Éducation nationale, le chiffre a régressé depuis le début de ces conflits. Et en 2011, l'effectif de la population scolarisée était aux environs de 750 000 élèves au fondamental 1, c'est-à-dire à l'école primaire, sur une population d'environ 4 millions d'habitants. Ouais. En 2012, ça a augmenté à autour de 850 000 scolarisés. Mais au pic du conflit, à partir de 2012 jusqu'à aujourd'hui, 2013, voilà, ça a eu une régression. Et juste du fait que les écoles, les établissements sont abrités par les forces non conventionnelles, certains parents sont obligés de quitter les villes, les villages, pour se mettre à l'abri pour leur sécurité. Les enfants ne peuvent plus aller à l'école vu qu'il n'y a pas de sécurité. Donc il y a un tas d'obstacles qui empêchent des enfants d'être scolarisés. Donc en fait, on était sur la pente montante finalement. C'était bien l'époque en plus où vraiment l'éducation commençait un petit peu à progresser. On faisait beaucoup de progrès et finalement la guerre a tout gâché, quoi. C'est le cas bien souvent. Ouais. Absolument. Maintenant, il faut tout recommencer. Absolument. Entre 2011-2012, la progression était à 5,5% selon le ministère de l'Éducation nationale, et après 2012, ça a régressé à 2,5%. Donc la crise a dramatiquement perturbé le plan de développement du système éducatif en Centrafrique. Et donc vous-même, en fait, vous avez un projet de bourse d'études notamment pour des élèves du primaire, en collaboration avec des établissements identifiés sur certains critères. Vous les avez pas encore identifiés, ces établissements, c'est ça? Pour le moment, nous avons identifié deux établissements que nous travaillons encore là-dessus. C'est un projet que nous avons monté à base des constats faits sur le terrain, précisément en juillet 2016. C'est des établissements privés ou publics? Des établissements privés. Privés. Oui, des établissements privés dont on a pris contact. On essaie de travailler ensemble avec eux pour voir les modalités pour nous permettre de passer à la phase opérationnelle de notre projet. Parole de femme.
Une certaine tradition au Bénin permet aux hommes de contraindre leurs femmes à la fidélité. Et c'est le phénomène de la femme mumée, un procédé qui consiste à faire d'elle un véritable vecteur de mort contre tout homme autre que son mari qui s'en approchera. Un sujet de société traité par notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleuradandé. On l'écoute. Selon le gardien de la tradition Belabel Sodio, une épouse porte en elle les gemmes de la survie ou de la destruction de son foyer. Chaque foyer a un esprit. Si cet esprit du foyer constate que la femme n'est plus dans les normes, l'esprit attaque automatiquement ce qu'on appelle les bonheurs de cette dernière. Un esprit qui est appelé à l'emporter suite à l'adultère. Miner sa femme ou sa fille, c'est une stratégie qui tue silencieusement dans certaines contrées et même dans les villes les plus en vue du Bénin. Pour Marielle Degoué, qui se bat depuis plus de 10 ans pour le respect et l'épanouissement des droits de la femme, ce pan de la tradition est une aberration qui ne saurait être tolérée. C'est une pratique qui peut non seulement porter atteinte à la vie de la femme, sur qui la pratique a été faite, mais également à la vie de l'homme, soit son mari, soit celui avec qui il aurait trompé, mais également les enfants ne sont pas épargnés, soit ils deviennent orphelins, soit on s'en prend également à la vie des enfants, si on veut réfléchir. Nadia et Sophie sont toutes deux employées de direction dans une société de la place. Les hommes sont infidèles 1000 fois. Ah, donc il te dit d'être fidèle et lui, il n'est pas fidèle, tu viens de se prendre avec une femme sur le lit. Alain est un directeur d'école primaire. Chez lui, que la femme soit infidèle ou pas, la tradition n'a aucun poids et ne peut la transformer en un tueur silencieux. Chez Fiacre, c'est le contraire. Chez moi, on la châtie et si on trouve la personne avec qui elle a fait ça, on châtie aussi cette personne-là. Le sociologue Arène Gaillet propose un retour aux valeurs humaines. Miner une femme à son insu, c'est d'abord violer ses droits. C'est une mesure qui ne tient pas compte de l'existence de la femme et qui ne tient pas compte de la systématisation des normes et des valeurs qui existent. En plein 21e siècle, des hommes continuent de penser que la femme a moins de droits et que son égalité à l'homme ne s'arrête qu'à la porte des combats pour la promotion et l'épanouissement des femmes. De Cotonou, Ginette Fleuradandé pour VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde au féminin avec comme invité Arthur Kongaï, président de la communauté centrafricaine des États-Unis. Arthur, vous avez parlé de ces deux établissements en projet là avec votre ONG pour une collaboration pour scolariser des enfants. Ils sont à Bangui, ces deux établissements ? Oui, effectivement, ouais. Ils sont à Bangui. Et c'était quoi les critères pour les sélectionner? Bon, déjà, on prend à partir de la classe de CM1, le cours moyen première année. On prend, l'âge varie de 9 à 12 ans. Et la raison pour laquelle on a pris à partir de ce niveau, c'est pour permettre de préparer l'enfant déjà. Et à partir du cours moyen deuxième année, il va commencer à se présenter à des concours pour équilibrer. Ouais. Ouais. Donc en fait, parce que votre objectif, c'est de pouvoir donner des bourses spéciales, c'est ça, des bourses sur le mérite finalement, un petit peu, vous formez les jeunes et puis vous retenez les meilleurs dans tout ça, c'est ça? Oui. Oui, en fait, si vous vous référez à ce qu'on avait dit au départ, entre 2011 et 2012, il y a eu beaucoup de régressions. Oui. Et nous, après analyse, on s'était dit qu'on va monter un projet pour former des élites. Et c'est à base de ce projet, de ce constat, qu'on a monté le projet pour former des élites. Oui. Et l'objectif aussi, c'est dans l'avenir, après, qu'ils puissent étudier éventuellement à l'étranger au niveau international ou... Voilà, on va commencer à les préparer déjà à bas âge. Au fur et à mesure, on va les mettre en contact avec les autres élèves de la sous-région et au niveau international et jusqu'en classe de terminale, ils sont déjà prêts pour rentrer dans la vie active. Et donc là, ça concerne que des jeunes de Bangui, ça ne concerne pas des jeunes qui sont dans les zones justement qui sont assez touchées par la violence, non? C'est moins évident déjà Oui, pour le moment, on va commencer à Bangui, vu que les
zones qui sont dans l'arrière-pays ne sont pas encore sécurisées. Oui, bien sûr. Et comme c'est c'est une première expérience, donc on va commencer à Bangui et progressivement, on va essayer d'aller au-delà de Bangui. Les instituteurs, vous en avez rencontré, vous allez à Bangui de temps en temps? Oui, j'étais à Bangui en juillet 2016. Ok. Vous avez rencontré des instituteurs là-bas parce qu'il y a des conditions de travail aussi qui sont pas faciles, même quand on n'est pas en période de conflit déjà. En fait, c'est pas évident. Oui, absolument, c'est pas évident. J'ai eu à échanger avec quelques instituteurs ils ont vraiment un tas de problèmes. Manque de matériel didactique, manque de formation, de recyclage. Vous savez, l'éducation, plus les années passent, il y a des matériels didactiques qui sortent à nouveau. Alors, il y a des enseignants qui se plaignent déjà pour leur recyclage et avoir du matériel pour faire le travail. Et vous donc, c'est là-dessus que vous voulez mettre l'accent en fait sur le côté didactique en fait de la chose. C'est ça en fait. Hein. C'est important en fait. Absolument. Ouais. Et nous allons aussi discuter avec les établissements qu'on est en contact pour voir les modalités, comment nous pouvons apporter notre soutien pour leur permettre de surmonter ces défis. On va parler du financement. D'accord. Si jeunesse pouvait. Plus d'1 million de personnes déplacées par le conflit en République centrafricaine. Autrement dit, une personne sur 5 a été obligée de quitter son foyer. Alors que la moitié de la population a besoin d'aide, les pays donateurs n'ont promis qu'un tiers des fonds nécessaires pour répondre aux besoins humanitaires les plus urgents. J'ai joint à Bangui Eric Batonon, qui est le directeur pays du Conseil norvégien pour les réfugiés. Il dit d'abord un mot sur la visite du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. On l'écoute. Il était sensible à la situation de tous et surtout des vulnérables. Dans un premier temps, il a été même jusqu'à Bangassou où il a pu se rendre compte par lui-même la difficulté qui prévalait là-bas et notamment la difficulté liée aux enfants et à l'éducation notamment des enfants. C'est justement pour dire qu'on a plus de 600 000 personnes déplacées à l'intérieur du pays et près de 500 000 à l'extérieur avec une grande majorité d'enfants. Donc la situation est dramatique et surtout que depuis le début de cette année 2017, nous avons eu plus de 200 000 personnes qui ont été déplacées. Ce qui veut dire que la situation s'est complètement détériorée et la situation des populations vulnérables s'aggrave de plus en plus. Et évidemment, en fait, il y a eu quelques retards pour la reprise de l'éducation, mais tout est en train d'être mis en œuvre, en tout cas pour que dans les zones qui ne sont pas des zones où il y a un grand déplacement actuellement, que la plupart des enfants puissent aller à l'école. Évidemment, on n'a pas encore atteint les 100% d'enfants qui sont à l'école parce que la situation est toujours difficile dans certains endroits, mais il faut quand même dire que tous les humanitaires, en tout cas qui travaillent dans ce domaine, font de leur mieux en partenariat avec UNICEF et avec le gouvernement pour qu'on puisse mettre le plus d'enfants actuellement à l'école. Mais il est clair qu'il y a toujours des difficultés et que il y a des défis toujours présents pour que la plus grande majorité des enfants puissent aller à l'école. En matière de protection des femmes et des filles contre les violences notamment, qu'est-ce que vous auriez de particulier à dire ? C'est vrai qu'il est clair que la protection des personnes et notamment des plus vulnérables, qui sont les femmes et les enfants, ne sont pas complètement assurées. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on a pu demander particulièrement au secrétaire général, mais c'est quelque chose qu'on a demandé aussi à la force, de pouvoir améliorer en tout cas ce niveau, de pouvoir peut-être être renforcé en moyens et en ressources pour qu'il puisse y avoir de plus en plus de protection, notamment des personnes vulnérables, parce qu'on sait que c'est quand même un très grand souci et beaucoup de femmes, d'enfants, de filles souffrent particulièrement liées à cette situation actuellement en RC. Mais oui, et si la jeunesse pouvait. Vous écoutez Le Monde au féminin avec Arthur Kongaï, président de la communauté centrafricaine des États-Unis. Arthur, vous avez entendu l'interview d'Eric Batonon, directeur pays du Conseil norvégien pour les réfugiés. Et ces chiffres-là, ces chiffres impressionnants, et ça ne fait que s'amplifier finalement parce que la crise continue. Quelle lecture vous faites, vous, de ce qui se passe en Centrafrique actuellement ? Déjà, il faut souligner un point.
au pic du conflit, nous avons les troupes des Nations Unies sur le terrain, mais ça n'a pas abouti à grande chose. La population centrafricaine aujourd'hui demande le redéploiement de notre force de défense de sécurité pour appuyer la MINUSCA et ramener la sécurité. Aujourd'hui, si nous voyons un peu, c'est l'avenir du pays qui est en danger. Il n'y a pas d'école aujourd'hui, les enfants ne sont pas allés à l'école, il y a un grand danger. Et les universités aussi à Bangui? Ben, déjà, il faut parler seulement d'une seule université. Il y a une seule université qui était construite depuis l'époque du président, l'empereur Bokassa, vers les années 70, si je me souviens bien. Et il y a d'autres, il y a des petits succursales, mais le nombre des élèves ou des étudiants au niveau de l'université augmente du jour le jour. C'est une université qui était conçue Donc elle est déjà surchargée, cette université? Très surchargée, très surchargée. Aujourd'hui, le besoin est tel que nous avons besoin de plus d'une université pour accommoder les élèves. Et est-ce qu'elle fonctionne relativement bien malgré le fait qu'elle soit surchargée, ou est-ce qu'on a des problèmes de grève ou de choses comme ça par manque de matériel? Vous savez, c'est ce qu'on connaît un petit peu dans la plupart malheureusement des pays africains, en tout cas d'Afrique subsaharienne. Est-ce qu'on a ce type de problème, ou alors est-ce que l'université c'est vraiment quelque chose qui fonctionne? Oui, la RCA n'est pas épargnée de ces problèmes, mais aujourd'hui, on se rend à l'évidence que dans les universités, le matériel didactique pose problème, comme je l'avais dit, je l'avais mentionné au niveau fondamental. Au niveau universitaire, c'est pareil. Aujourd'hui, on est au 21e siècle où la technologie est très développée, mais l'Internet, par exemple, ça c'est un exemple, au niveau de l'université, c'est pas encore ça. Et les grèves, surtout dans les pays en voie de développement, ça manque pas. Grève pour les bourses d'études, les salaires des enseignants et tout, ça fait partie. Et ça fait que le système éducatif est vraiment impacté en plus du conflit que connaissent le pays. Et vous-même, dans vos projets là d'école, est-ce que vous allez mettre l'accent justement sur le côté Internet, informatique, etc. Oui, c'est un projet élargi, c'est un projet de 5 ans, à court, moyen et long terme. Et comme mentionné dans notre document, après 5 ans, nous espérons déjà avoir un établissement qui peut abriter des élèves du secondaire. Et après maintenant la première phase de ce projet, c'est-à-dire après les 5 ans, maintenant on va développer notre projet toujours dans le même ordre d'idées pour aider jusqu'au niveau de l'université et avoir l'accès à l'Internet pour les élèves et des enseignements dans le domaine de l'informatique et mettre les élèves un peu au niveau international. Et le financement, ça vient de la diaspora centrafricaine? Nous comptons déjà sur la diaspora centrafricaine de financer ce projet et nous profitons de lancer un appel aux partenaires et aux amis de la République centrafricaine qui le peuvent de participer. Voilà, de participer à l'élaboration à la phase opérationnelle de ce projet. Entre parenthèses. 70% de la population africaine est constituée de jeunes de moins de 35 ans, dont 72% vivent avec moins de $2 par jour. La pauvreté est plus accentuée chez les filles et les femmes, comme en Côte d'Ivoire, où 75% vivent en dessous du seuil de pauvreté, malgré les dispositions prises par le gouvernement. Narita Namasté a tendu son micro à Madame Kaba Fofana, directrice de l'Observatoire national de l'équité et du genre. Voici un extrait de son reportage. Bon, vous savez que la Côte d'Ivoire a beaucoup de politiques en faveur de l'autonomisation de la femme. Mais ici, il s'agit de capturer le dividende démographique par l'autonomisation de la femme. C'est toujours dans le cadre de la lutte contre la pauvreté. Tous les investissements qui sont faits dans un pays deviennent caducs à peine mis en œuvre.
Et donc il faut limiter le nombre d'enfants que nous faisons, ou bien il faut planifier les naissances pour que les femmes aient le temps de s'occuper à leurs activités. Atteindre la parité homme-femme n'est pas seulement un devoir moral et social, c'est aussi une obligation économique, nous explique Mme Faber Fofana. Alors, pour moi, pour réduire le taux de pauvreté chez la dame, quand on octroie des prêts, il faut qu'à côté des prêts-là, il y ait un montant qui soit donné à la dame, qu'elle n'aura pas à rembourser. Mais à côté du prêt, il faut lui donner quelque chose pour qu'elle subvienne aux besoins de la famille, en attendant que son prêt-là commence à donner et qu'elle commence le remboursement. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, le combat se tourne vers l'éducation de la santé reproductive. Dans ce pays, la planification familiale est cruciale pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes. C'est également un facteur essentiel de réduction de la pauvreté. Narita Namasté à Abidjan, VOA Afrique. Arthur, pour la Centrafrique, pour vos projets, là, vos projets de scolarisation de la jeunesse, est-ce que vous collaborez avec le gouvernement ou est-ce que c'est vraiment totalement indépendant que du privé? Non, nous travaillons avec le gouvernement et c'est même établi dans notre projet. On va établir un programme de collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale et aussi avec l'UNICEF. On ne peut pas monter un tel projet sans pour autant passer par le ministère de l'Éducation. Il faudrait que notre projet soit validé au niveau du ministère de l'Éducation nationale et nous aurons besoin de personnes ressources pour nous permettre d'organiser le concours pour la bourse, parce que là il faut déjà organiser un concours et prendre les élites pour leur attribuer la bourse et faire leur suivi. Donc ça va passer par le ministère de l'Éducation bien évidemment. Et à ce propos, quel est selon vous, on arrive au terme de l'émission, donc ça sera assez bref, mais qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que le système d'éducation puisse progresser en Centrafrique étant donné la crise? Est-ce que vous voyez un point particulier quand vous vous déplacez là-bas, que vous allez sur place, vous voyez quelque chose, vous dites pas tiens, ça il faudrait faire ça comme ça? Oui, déjà je pense que la solidarité oblige, surtout de la diaspora. Nous, on vit dans un pays où le système éducatif est bien adéquat et en se rendant sur le terrain, c'est à nous maintenant d'amener les connaissances, ce que nous avons acquis à l'étranger, de rassembler nos frères sur place, sur le terrain. Ça, c'est la diaspora, mais le gouvernement, vous avez parlé du ministère de l'Éducation. Qu'est-ce qu'il pourrait faire pour parfaire sa mission, le ministère de l'Éducation? Déjà, avoir un programme sur pied pour travailler en collaboration avec la diaspora, exactement. C'est ce que nous demandons. Vous comptez beaucoup là-dessus, cette collaboration, elle est importante selon vous. Absolument. Nous comptons sur la collaboration du gouvernement avec la diaspora centrafricaine. Merci beaucoup Arthur Kongaï d'avoir participé à cette émission Le Monde au féminin. À très bientôt, au revoir. Au revoir, je vous en prie. Arrête.